Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous rappelle en fait de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Je vais tâcher de répondre à la question suivante: de quoi un traité de l'espace peut-il être le nom? Je commencerai par rappeler que le 21 juillet 1969, l'homme a fait ses premiers pas sur la Lune. 12 ans après le lancement du premier satellite russe Spoutnik, qui avait été envoyé sur orbite le 4 octobre 1957. L'Amérique prend ainsi sa revanche sur le programme spatial qui, entre-temps, avait permis aux Russes d'envoyer, c'était le 12 avril 1961, le premier homme dans l'espace, Youri Gagarin. C'est donc dans un contexte géopolitique qui n'est autre que celui de la guerre froide et de la menace d'un holocauste nucléaire redouté par toutes les nations depuis la catastrophe d'Hiroshima, qu'il convient d'aborder l'élaboration, sous l'égide des Nations Unies, du traité de l'espace qui voit le jour en 1967. Pourquoi se pencher aujourd'hui sur un tel traité? La raison en est simple. Il me semble en effet, c'est ce que je tâcherai de montrer, que ce texte, en prenant pour objet un espace physique, en l'occurrence celui qui se trouve au-delà de l'atmosphère terrestre, nous renvoie à l'idée d'un espace politique, international, et à l'idée d'une société, et donc d'un espace social proprement universel. Par où l'on verra, par voie de conséquence, que c'est bien l'idée d'un homme universel qui fonde dans le traité de l'espace l'idée de l'espace comme patrimoine de l'humanité et la destination irénique de la conquête spatiale. La poursuite de cet objectif nous déterminera à procéder en 3 temps. Premièrement, nous étudierons le contexte culturel dans lequel le traité est projeté, puis ratifié, ce contexte étant tout aussi bien technoscientifique qu'historique et, on l'a vu, politique. Dans un second temps, j'évoquerai les aspects principaux du traité de l'espace, et enfin, en nous appuyant sur la lettre même du traité, nous tâcherons de montrer en quoi le droit de l'espace nous renvoie d'une part à l'époque des Lumières et à l'idée d'une paix perpétuelle entre les États-nations, et d'autre part à l'Antiquité et à la définition stoïcienne d'une humanité une et indivisible, et qui fonde, premièrement, l'idée d'une citoyenneté universelle, et deuxièmement, l'idée d'un espace-monde cosmopolite. Chacun le sait donc, la période de l'élaboration du traité de l'espace se caractérise par la défiance et la rivalité qui définissent pour partie les relations entre les États-Unis et l'URSS. L'utilisation de l'arme atomique à Hiroshima et Nagasaki laisse planer une menace que les progrès de la technique et l'affrontement Est-Ouest rendent on ne peut plus préoccupante. Mais si la question de l'espace devient centrale à cette époque, c'est aussi en raison de l'accélération du rythme de la guerre technologique que livrent les deux grandes puissances. Ce sont les Russes qui lancent le premier satellite spatial, je le disais, en 1957. Eux encore qui envoient une chienne, Laika, dans l'espace l'année suivante. Et si les Américains y envoient, eux, des singes la même année, ce sont les Russes qui leur dament le pion en envoyant pour la première fois, comme je le disais encore en introduction, un homme au-delà de l'atmosphère, Gagarine. La même année, et comme pour assurer les Américains que les USA sont encore dans la course, le président Kennedy déclare, je cite, « On mettra pied sur la Lune dans moins de 10 ans ». Parce que la conquête spatiale est donc la vitrine du progrès technologique, on comprend facilement que dans le contexte politique de l'époque, chacune des deux grandes puissances veuille paraître la plus avancée aux yeux du monde entier. Mais si la rivalité politique fonde ici la rivalité technoscientifique, l'enjeu est plus pragmatiquement militaire, il est stratégique. Chacun des deux camps redoutant en effet, avant même que le premier homme ait mis pied sur la Lune, que l'espace puisse devenir un atout militaire décisif. Or, ce dernier point n'explique pas simplement que les deux grandes puissances aient entrepris d'intensifier leurs programmes spatiaux, mais que le monde entier, redoutant une guerre des étoiles, ait pris la mesure de la dangerosité d'une utilisation sauvage de l'espace extra-atmosphérique. Le traité de l'espace, qui a donc été ratifié en 1967, a été précédé, dès 1963, de l'adoption par l'Assemblée des Nations Unies de la Déclaration
des principes juridiques régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique. Le traité de l'espace répond ainsi au souci de prévenir les conséquences catastrophiques d'une exploitation belliqueuse de l'espace. Mais en stipulant que celui-ci appartient à tous, il ne préserve pas seulement les hommes de la domination que tel ou tel État-nation, fort de son avantage spatial, pour ainsi dire, pourrait exercer sur les autres. Il exprime une certaine idée du droit et, de fait, une idée de l'homme, une idée de l'espace de la citoyenneté tout à fait singulière. Comme nous l'avons déjà indiqué, le contexte de l'élaboration du traité, c'est celui de l'accélération du rythme de la conquête de l'espace, qui, sous l'effet des progrès de la technique, constitue cet espace extra-atmosphérique comme environnement. Contrée jusque-là inexplorée, inconnu, impénétrable, l'espace devient ce qui, à portée de fusée, nous entoure, et ainsi ce qu'on peut non seulement parcourir, mais utiliser, et dès lors ce dont il convient de réglementer la fréquentation. L'avant-propos du traité de l'espace est à cet égard aussi lucide qu'audacieux. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'espace. Il semble infini, peu propice au développement de la vie, et a fortiori humaine, raison pour laquelle il est relativement méconnu. Or, sur le plan juridique, il est tout aussi singulier, puisque, comme je cite l'avant-propos du traité, il n'y a pas longtemps que les activités humaines et l'interaction des pays dans l'espace sont devenues des réalités. Il n'y a pas longtemps non plus, je cite encore le traité, que l'on a entrepris de formuler des règles internationales pour faciliter les relations mondiales dans ce milieu. Fin de citation. De fait, le traité de l'espace de 1967 a pour vocation de fournir une base juridique touchant, je cite, les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. Fin de citation. Mais s'il fixe des règles, il expose sans détour le principe générique d'où découlent nombre de ces articles, à savoir que l'utilisation de l'espace et des corps célestes se doit d'être tournée vers la paix. Or, cette vocation irénique du traité, dont nous avons déjà montré qu'elle se fonde dans le souvenir encore vif de la Seconde Guerre mondiale, exprime sans doute aussi la crainte des effets, à cette époque non mesurables, d'une prouesse technologique dont la possibilité semblait encore totalement irréaliste 30 ans auparavant. Mais ce n'est pas tout. Si le traité de l'espace se fonde dans une conception de l'homme, dans une conception de l'histoire et de l'espace sociétal, dont il importera de dégager les fondements philosophiques, il est d'abord le prisme à travers lequel se reflètent des valeurs dans l'analyse desquelles il faut maintenant entrer. Or, s'il est bien une idée qui, ici, fonde l'idée même du traité, c'est celle de l'humanité comme sujet de droit et entité transcendant les États-nations. Car s'il faut poursuivre l'exploration de l'espace, c'est en vertu de l'intérêt pacifique que les hommes, quels qu'ils soient, autrement dit, de quelque bloc, de quelque nationalité qu'ils puissent être, peuvent en retirer. L'espace n'est voué ici à nourrir aucune ambition nationale. En admettant qu'il soit infiniment vaste, il intéresse l'homme non pas en tant que sujet défini par des particularismes culturels ou continentaux, mais parce que, indépendamment des liens qui le lient à telle ou telle nation, il est membre et de plein droit, et d'un droit entier, de la famille la plus universelle qui soit, l'humanité. De fait, c'est dans le seul but, conformément à une conception eudémoniste du progrès, conception héritée des Lumières, de servir le bien donc de tous les peuples, qu'ils soient plus ou moins développés sur le plan technologique,
qu'il conviendra d'envisager l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique. Redoutant sans doute que tel ou tel État imagine pouvoir faire un usage moins pacifiste de l'espace, les parties signataires du traité soulignent en préambule que la mutualisation des avancées en matière de conquête spatiale pourra opportunément contribuer au rapprochement des peuples, au développement des relations amicales, abolissant de fait les rapports de défiance et dessinant un espace politique inédit qui, sans effacer les frontières nationales, rassemblerait les régions, rassemblerait les continents, les espaces économiques et politiques, ou plutôt dessinerait l'idéal d'une unification universelle. On le notera sans s'y attarder aujourd'hui, c'est bien l'idée d'un progrès des sciences comme facteur de développement des échanges, du dialogue et de la paix entre les nations, idée érigée au siècle des Lumières, qui se voit ici engagée. L'article 1 du traité de l'espace souligne, je le cite, que l'exploration et l'utilisation de l'espace sont l'apanage de toute l'humanité. Fin de citation, et non de certains pays, à l'exclusion des autres, vous l'aurez deviné. De sorte que, comme le précise l'article 2, je cite, l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l'objet d'appropriation nationale. Fin de citation. Un peu plus loin, on peut lire, dans l'article 5, que les astronautes doivent être considérés, quelle que soit leur nationalité, comme, je cite, des envoyés de l'humanité dans l'espace. Fin de citation. Une brève analyse s'impose ici. S'il est clair que le niveau d'avancée technologique n'est pas le même dans tous les pays, et que les grandes puissances possèdent des programmes spatiaux, des programmes spatiaux les plus élaborés, le traité souligne que cela ne confère aucunement à ces puissances le droit de s'approprier l'espace. Car celui-ci appartient à toute l'humanité, ce qui revient à dire que tout homme possède ici un droit égal à celui de tous les autres. De la même façon, si aucune nation particulière ne peut se prévaloir en matière d'utilisation de l'espace d'aucun droit, alors force est de reconnaître que c'est l'humanité à laquelle appartient tout individu et toute nation qui se voit promu au rang de sujet de droit. Car ce n'est pas en tant que Français ou Allemand que je possède ici un tel droit, et ce n'est pas davantage parce que je suis africain ou européen, mais en tant que j'appartiens, par-delà les frontières nationales, continentales ou encore ethniques, à l'humanité, et que j'habite un espace juridique, un espace politique, proprement universel, et dont l'humanité est ici le nom. Par où l'on voit que le traité de l'espace ne définit pas simplement les règles juridiques de l'occupation humaine de l'espace extra-atmosphérique, il semble bien qu'il définisse, si l'on y réfléchit bien, non pas tant ces règles que ce qui les fonde. Et ce qui les fonde n'est autre qu'une certaine idée de l'homme et une certaine idée du droit. Une certaine idée de l'homme, car en tant qu'il appartient à l'humanité, l'homme ici n'a pas de couleur. Il n'habite aucun continent, n'est citoyen d'aucun pays et n'appartient à aucune culture particulière. Mais s'il n'a pas de toit, il n'est pas sans famille. Sa famille n'est pas la nation et n'est pas sa religion. Elle englobe toutes les familles particulières et les rassemble dans l'unité d'une famille totalisante. C'est donc d'un homme d'un genre inouï que le traité de l'espace est le nom. Cet homme est universel et il nous oblige, par-delà les frontières, nous exhortant au devoir irréductible de préserver l'humanité par l'utilisation pacifique de l'espace. Une certaine idée du droit maintenant, dans la mesure où la définition de l'espace comme patrimoine de l'humanité ou bien encore de l'astronaute comme envoyé de l'humanité libère l'un et l'autre des statuts dans lesquels les enferme l'idée commune du droit international. Ce dernier, en effet, définit des devoirs et des droits pour des nations considérées comme des personnes morales. Or, l'idée de l'espace comme patrimoine de l'humanité revient à attribuer à l'humanité le statut d'une personne morale, sujet de droit, transcendant ceux que possèdent et qui obligent les États-nations. De sorte que si chaque homme est citoyen d'une nation, et si chaque nation
a des droits et des devoirs vis-à-vis des autres, chaque homme a des devoirs vis-à-vis de tous les autres hommes et des droits que tous les autres hommes doivent respecter. Par où l'on voit ici que le traité de 1967 est le nom, cette fois, non seulement d'un accord des nations soucieuses de préserver la paix, mais d'une société humaine universelle accordant des droits indifférents aux particularismes que j'ai évoqués. Le traité de l'espace est ainsi la définition d'un espace politique mondial qui, tout en reconnaissant la souveraineté des nations, défend l'idée d'un droit de l'homme en tant que citoyen de l'humanité. Nous l'avons souligné, le droit de l'espace poursuit l'établissement d'une paix durable entre les nations. L'idée de l'espace comme patrimoine de l'humanité, comme l'interdiction faite à toutes les nations de l'utiliser comme moyen de lancer des attaques nucléaires, suffisent à le montrer. On peut de fait considérer que le droit de l'espace s'inscrit dans le développement d'une réglementation rassemblant les États autour d'un certain nombre de principes favorables à l'établissement et à la préservation de la paix. Or, cette paix, chacun le sait, peut se dire d'une autre façon. En l'occurrence, à travers l'idée d'une société des nations, c'est-à-dire de l'avènement d'une époque où ces dernières n'entretiendraient plus entre elles des rapports de défiance, mais seraient liées par la reconnaissance conjointe des principes rationnels du droit, reconnaissance elle-même subordonnée à l'idée que la réalisation de la paix dans le cours indéfini de l'histoire fixe le sens profond du progrès et donc de l'histoire elle-même. À quelles conditions une telle société des nations est-elle possible? Telle est bien la question qui détermine fondamentalement l'orientation du droit de l'espace et la lettre même du traité qui s'y rapporte. En effet, de même que le rassemblement des individus citoyens présuppose l'existence d'une nation dans laquelle ils se rassemblent, la construction d'une société des nations présuppose que ces dernières puissent se rassembler dans une société qui les dépasse et qu'ainsi on s'appuie sur l'idée d'un espace politique mondial. Or, cette espèce d'État mondial n'existant pas, il faut bien cependant, et cela afin que puisse advenir une telle société des nations, affirmer la légitimité d'un système de droit qui fixerait non plus les droits et devoirs du citoyen au sein de telle ou telle nation particulière, mais les droits de l'homme en tant qu'il appartient à cette société universelle restant à réaliser et ne pouvant être fondée que sur le principe de la reconnaissance des droits de tout homme, non en tant que citoyen, mais non en tant que citoyen de tel ou tel pays, mais en tant que citoyen de l'humanité. Or, la nécessité d'admettre l'idée d'une citoyenneté universelle pour fonder la possibilité de la réalisation de la paix est clairement posée par le traité de l'espace. Et elle l'est précisément à travers l'idée que cet espace extra-atmosphérique est le patrimoine de l'humanité, ou bien encore que russes ou américains, les astronautes sont des envoyés de l'humanité. Il apparaît donc que le traité de l'espace s'inscrit dans une histoire qui n'est autre que celle de la réalisation d'une authentique société universelle. À ce titre, le traité de l'espace est, pour ainsi dire, le nom de la légitimité même de cet idéal. Mais en tant que tel, sans doute est-il aussi le nom d'une idée très ancienne, stoïcienne, cynique aussi à certains égards, dans l'Antiquité, et à laquelle Kant, en aufkläreur, donna toute sa dignité. Cette idée, c'est l'idée du cosmopolitisme, autrement dit, d'un homme frère de tous les autres, car ayant en commun avec eux la raison. En effet, si la raison est la loi même de l'homme, qui règle ses pensées et ses actions, alors la raison sera bien, c'était la thèse des stoïciens, le principe d'une citoyenneté universelle. Citoyen du monde, habitant un espace totalisant toutes les régions, l'homme doit donc avoir le droit, expliquera Kant dans un texte dont que je vous invite à lire. Il s'agit du 3e article définitif du projet de paix perpétuel. La raison est donc, disais-je, le principe d'une citoyenneté universelle, à propos de laquelle Kant nous dit, dans ce 3e article du projet de paix perpétuel,
la chose suivante. Écoutons Kant. Tout étranger, à son arrivée dans le territoire d'autrui, a le droit de ne pas y être traité en ennemi. Fin de citation. Or, précise Kant, ce qui fonde ce devoir d'hospitalité. Autrement dit, sinon un droit d'installation de l'étranger, du moins, pour être précis, un droit de visite. Ce qui fonde ce devoir d'hospitalité est défini par là le droit cosmopolite, n'est autre, je cite Kant, que la commune possession de la surface de la Terre. Fin de citation, qui, étant sphérique, n'autorise pas les hommes à se disperser à l'infini. Comment dès lors ne pas voir la saisissante analogie entre le devoir d'hospitalité évoqué par Kant et l'interdiction de s'approprier l'espace ou de l'utiliser pour y mettre des armes en orbite? De la même façon que la communauté de la possession de la surface de la Terre fonde le devoir d'hospitalité et ainsi le droit cosmopolite, c'est l'idée de l'espace comme communauté patrimoniale qui interdit de se l'approprier et qui fait de tout autre, de tout astronaute ami, un émissaire de l'humanité tout entière. De sorte qu'ici, le traité de l'espace peut tout à fait être considéré comme le nom même du droit cosmopolite. Or, le cosmopolitisme, que ce soit celui de Kant ou bien encore celui de Marc Aurèle, a un sens que la philosophie du droit, la morale ou bien encore la raison d'État ne saurait ignorer. Affirmer que l'homme habite le monde comme il habite une cité, affirmer que ses droits et devoirs sont universels et les mêmes pour tous, c'est d'abord conférer à la personne humaine le caractère de la dignité, c'est-à-dire de ce qui n'a pas de prix et qui fonde un respect inconditionné. Or, comment pourrions-nous envisager la constitution d'un espace politique universel, autrement dit d'une société unifiée des nations, si nous ne supposions pas tous les hommes dignes du même respect et assujettis aux mêmes devoirs? Mais l'idée d'un droit cosmopolite, autrement dit d'un droit délié de toute identité nationale, et qui fonde le rapport de toutes les nations à l'espace extra-atmosphérique, n'est-elle pas en même temps l'idée de la liberté, tant il est vrai que là où les uns jouissent de droits dont les autres sont privés, règne la domination qui assujettit et fomente les ressentiments, les haines, les violences. Car ces dernières procèdent des divisions, des conflits que le droit cosmopolitique, précisément, décourage dans l'idée que les hommes forment, en tant que citoyens du monde, une communauté universelle. Au terme de cette analyse, il apparaît que si le traité de l'espace trouve sa cause historique occasionnelle dans les progrès de la science et de la technique, ayant rendu possible l'exploration des régions situées au-delà de l'atmosphère, il peut être considéré comme le nom d'une philosophie de l'histoire selon laquelle les forces du progrès doivent œuvrer dans le sens de l'unification de l'espèce humaine. Comme nous espérons avoir su le montrer, la découverte de l'espace extra-atmosphérique et son statut juridique de patrimoine de l'humanité dessinent en vérité un espace d'une autre nature, puisqu'il est politique, mais cependant analogue, puisqu'il s'agit, sinon d'un État mondial, du moins de l'idée d'un espace de citoyenneté universel à l'horizon duquel seule la paix entre les peuples pourra être envisagée. Je vous remercie de votre attention.